C'est le mois d'août, bienvenue, on s'enfonce dans l'été et dans les maths. Alors je suis sûrement en train de faire des pâtés de sable au moment où la vidéo est sortie, mais sachez que pendant l'été, je fais beaucoup de stages de maths. Attention, je fais des stages notamment en août pour préparer la rentrée en spé. Élèves de sup qui venaient de finir votre sup, vous avez beaucoup de choses à revoir, beaucoup de méthodes. On prend 5 jours ultra intenses, on revoit énormément de méthodes de sup qu'il faut absolument connaître en rentrant en deuxième année pour pas être perdu, ça va aller très vite, donc il vaut mieux arriver sans lacune. On a fait ça en juillet déjà, hein, préparation à la rentrée en spé, préparation à la rentrée en sup, extrêmement intense, ça a été super avec deux groupes géniaux, ils se reconnaîtront. Voilà, il reste des places pour l'entrée en spé, 19 au 23, je l'ai mis avant, je l'ai mis un peu plus tôt, comme ça, en fait, vous avez aussi une semaine, du 23 au 30, pour revoir pas mal de choses avant la rentrée en sup. Stage à grand succès également, 24 au 28 pour les terminales qui rentrent en sup. Alors là, encore moins de place, beaucoup d'inscriptions, les gens sont très motivés, c'est le stage que je fais le plus, m'occuper de futurs sup, j'adore ça, c'est mon boulot. Euh, voilà, ça va être incroyable, on va bien se marrer. J'ai préparé des méthodes, des choses qui vont vous donner de l'avance sur au moins, honnêtement, 2 mois de cours, et j'espère sur 2 ans vous mettre un peu les bons cadrages méthodiques sur comment réfléchir, comment travailler. Inscrivez-vous, tous les infos, tous les liens sur tayloracademy.fr, n'hésitez pas à aller voir. Vidéo 2. On a fait la semaine dernière une vidéo un peu stage de vacances sur les sommes, typiquement. Et je m'inspire de ce que j'ai fait comme stage. C'est un stage un peu plus niche que j'ai fait. J'ai pas fait de pub et je le fais avec des profils très spécifiques de gens qui étaient en première, qui rentrent en terminale. Donc, des gens encore un peu plus jeunes, mais que j'ai fait fin juillet. Donc la dernière semaine de juillet, j'ai fait ça. Un stage de 20 heures, plus court que les 35 heures qu'on fait dans les stages de prépa. Un stage d'une vingtaine d'heures avec des élèves très motivés, en gros de profil, participent aux Olympiades de maths et veulent en gros rentrer dans les meilleurs lycées en prépa et ou rentrer du genre à Oxford ou des trucs comme ça. Donc j'ai dans ma base de parents, clients, etc., des familles britanniques, tout bêtement, qui, j'ai passé du temps dans ce pays, au cas où vous connaissez la chaîne, vous savez qui je suis, donc voilà, je donne encore des cours là-bas. Donc j'ai des familles anglaises que j'aide à préparer, voilà, pour lesquelles j'aide la préparation à l'entrée à Imperial, Oxford, Cambridge. Quelques familles françaises qui s'intéressent aussi, souvent des écoles internationales, et j'ai des élèves français aussi de bons lycées ou de niveau compétitif qui font des Olympiades, qui font le concours général, avec qui je fais des petits stages un peu niche, et pendant lesquels on pousse le niveau maximum qu'on peut atteindre, je pense, avec des premières. Je fais plusieurs choses, des exercices extrêmement difficiles et précis, comme vous avez vu la semaine dernière, en gros, sur les suites et les sommes, par exemple. On pousse au maximum ce qu'on peut faire avec le programme de première. J'y ajoute, pendant les 20 heures de stage, bien sûr, aussi des touches de programme de terminale pour que les élèves soient prêts en terminale, mais surtout pour faire des choses plus rigolotes. Donc ça ressemble un petit peu à du contenu que je fais pour préparer la rentrée en sup, mais en plus soft. Voilà, donc c'est la première plus. J'espère que c'est l'audience que je vais réussir à toucher avec ces vidéos, parce que de ce stage d'une vingtaine d'heures que j'ai fait avec des élèves de première très motivés, j'ai tiré des vidéos, je me suis dit que ça pourrait intéresser des gens. Deuxième séance, en fait j'ai fait une deuxième séance sur les complexes le jour 2, que je vais peut-être pas faire ici, parce que les exercices sont super, mais j'ai pas envie de faire une vidéo où je passe du temps à expliquer les complexes, donc je préfère le rentrer directement dans le dur avec des exercices, et donc là je vous fais une petite synthèse de la séance de 4 heures que j'ai faite sur les fonctions. Et sur les fonctions, je trouve qu'avec cet exercice, uniquement, on pourrait déjà faire une très bonne vidéo. Je vais peut-être préparer un deuxième petit exo si je vois que la vidéo dure moins d'une demi-heure. Mais je vais passer du temps à vous montrer tout ce qu'on peut faire avec des fonctions, études de fonctions. Donc vous avez fait la dérivée en première. On vous a expliqué ensuite comment faire un tableau de variation. Voilà, ça monte, ça descend, on peut essayer de faire un tracé, très bien. Et bien, je vais vous montrer ce que c'est être dérivable. On va réviser tout ça et être très précis. Parce que souvent, quand je demande à un élève de terminale, moitié de terminale, disons, je sais pas, en janvier, tiens, c'est quoi une fonction qui est dérivable en un point? Souvent, c'est bah, tu sais, tu prends, on me répond, tu fais f', la formule 3x carré pour x cube, puis ça marche, c'est dérivable, tu traces la fonction. Non, c'est quoi précisément être dérivable en un point, cette propriété pour une fonction? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se traduit? C'est ça que je demande. Ça, souvent, c'est très flou, c'est quelque chose qui est vu en première, et en fait, la réponse, je la donne, hein, c'est il existe une limite unique finie au taux d'accroissement de la fonction au point considéré. Donc je suis dérivable en 3, ça veut dire que je suis capable de trouver une limite finie, unique, au taux f de x moins f de 3 sur x moins 3. Voilà. En français plus global, je suis capable de caser, hop, sur la courbe, une tangente unique. Qu'est-ce que j'appelle sur unique et fini? En fait, quand vous avez la valeur absolue, typiquement, donc les problèmes qu'on rencontre en première, on vous montre deux problèmes, normalement, pour vous expliquer la dérivabilité. C'est qu'on dit que la dérivabilité, c'est qu'être capable de mettre une tangente. Quand je prends valeur absolue de x moins 3, donc si ça c'est 3 par exemple, bah là, je regarde à ce point-là, je ne suis pas capable de mettre une tangente unique. Bah, j'ai envie d'en mettre une à droite et une à gauche. Cette non-unicité,
bah, ça fait partie des cas de non-dérivabilité. Ça veut pas dire que je panique et je sais pas quoi faire, je peux le tracer. Bah, je trace deux demi-tangentes différentes. Ça, c'est un cas de non-dérivabilité où, justement, bah, le taux d'accroissement, légèrement à droite de 3, légèrement à gauche de 3, ne donne pas la même limite. Une limite non unique. Et on dit qu'on a appelé dérivable la capacité d'avoir une limite finie unique, ça veut dire qu'on veut caser, hop, si je trace la fonction à racine cette fois-ci, on veut caser une tangente de pente finie. Donc, par exemple, ici, voilà, j'ai une pente 1,5. Ici, j'ai une pente, je sais pas, 2, j'en sais rien. Mais en 0, elle devient tellement pentue que j'ai une pente infinie. C'est comme quand on écrit les droites d'équation x égale 2. C'est une pente, c'est une droite, comment on dit, verticale. Ici, j'ai une pente verticale. J'ai une demi-tangente, parce que je peux pas aller de l'autre côté. J'ai une demi-tangente, c'est pas défini, hein. J'ai une demi-tangente verticale. Donc je peux la tracer, pas de panique, ça existe. La fonction racine, elle vaut 0 en 0. De toute façon, c'est le symétrique de x carré. X carré est très plate, bah, racine de x dans le symétrique, elle est aussi très, bah, pas plate, mais très pentue vers le haut. Donc ça, c'est une demi-tangente. Et si on fait le ratio, racine de x moins racine de 0 sur x moins 0, ça fait 1 sur racine de x. Quand x devient très petit, ça devient plus infini. C'est comme si j'avais une pente 8000 ici, et là, infini. Donc ça, c'est un autre cas de non-dérivabilité. Donc être dérivable, c'est ça. C'est admettre une limite finie unique pour le taux d'accroissement en un point. Donc ne pas tomber dans un cas comme ça, ni dans un cas comme ça. Et qu'est-ce qu'on vous donne comme fonction ici à étudier? Ah bah une racine la double peine, si vous voulez. C'est vraiment là le double problème. Attendez, j'ai un petit problème d'ordinateur, je crois que c'est bon. Hop. Le double problème, je sais pas si ça a sauté, mais je disais donc, voilà, on a le double problème de racine de valeur absolue. Ouh là là, l'étude de la dérivabilité va être problématique, et tout l'exercice va tourner autour de votre précision là-dessus. Donc, c'est encore une fois un exercice moi que je donne en maths sup. Quand on révise, on va dire en septembre-octobre, les fonctions visuelles, on peut faire ça en maths sup, mais ça n'utilise que des concepts de première. C'est juste que souvent on pousse pas assez loin, donc c'est intéressant de le faire ici. Commençons par l'ensemble des définitions de la fonction. En fait, une valeur absolue, c'est toujours positif ou nul. Donc, sous la racine, tout est positif. D'habitude, la racine n'est pas définie quand... Enfin, on dit que si la quantité peut être négative, alors c'est pas défini pour les valeurs de x pour lesquelles la quantité en dessous de la racine est négative. Là, tout est positif, donc en fait, df égale r. Je n'ai aucun souci de définition. C'est très bien. Il faut toujours tester quelque chose, il faut toujours tester si la fonction est paire ou impaire. Ici, parce qu'on peut gagner du temps, on peut dire qu'on étudie que sur la moitié de l'intervalle, et puis on se dit qu'on fait une symétrie. Par exemple, bah, j'ai x2 comme ça, et puis je fais la symétrie de l'autre côté. Voilà. Ici, en fait, si je remplace x par moins x, tout ça, ça change pas en effet. Mais donc j'ai moins x moins la même chose ici. Et ça, c'est pas égal à f de moins x. Enfin, je veux dire, c'est pas égal à moins f de x, ni à f de x. Donc c'est pas pair, c'est pas impair. C'est pas grave. Je vais voir l'étudier les variations, donc je vais regarder où sont les problèmes pour la dérivabilité. Les problèmes pour la dérivabilité sont au point où, dans la valeur absolue, excusez-moi, est-ce que j'ai parlé de partie entière depuis tout à l'heure? J'espère que j'ai pas dit partie entière. C'est valeur absolue le problème, hein. Ça c'est la valeur absolue. Si j'ai utilisé le mot partie entière, qui est un autre problème également, je suis désolé, et peut-être qu'il faudrait que je recommence toute la vidéo, mais je ne sais pas trop. Je me rends pas compte, j'ai l'impression que j'ai peut-être confondu les deux en vocabulaire. Donc tout ça, c'est bien la valeur absolue. J'espère qu'il y a 7 commentaires qui ont dit mais non, c'est la valeur absolue, parce qu'au pire, vous savez quoi, ça fait de la pub à la vidéo. Alors, donc valeur absolue, quand est-ce qu'elle s'annule? On va regarder. Bah, 4x moins x carré, en fait c'est simple, hein, c'est x fois 4 moins x. Donc ça s'annule. Problème en 0 et 4. Donc j'ai envie d'étudier ce qui va se passer en dehors de ces points. Donc tout bêtement, moi je vais déjà écrire que, ok, 4x moins x carré égale 4x moins x carré, hop, ou x carré moins 4x. Et on va regarder à chaque fois, j'ai envie d'écrire la fonction, ça c'est un des réflexes qu'il faut avoir quand on est vers l'absolu, c'est la virer. Donc se mettre sur des intervalles, des intervaux, la blague pourrie qui me fait rire à chaque fois, sur des intervalles où on sait qu'on peut l'écrire. Donc on écrit 4x moins x carré, en fait, on l'écrit comme ça selon comment la fonction se comporte. Je ne vais pas faire le tableau de variation complet d'analyse de la parabole, je considère que c'est pas très compliqué. 4x moins x carré, elle fait la gueule, donc elle sourit pas, comme ça, elle est vers le bas, elle s'annule en 0 et en 4. Donc en gros, elle ressemble à ça. Elle part là-bas, elle part là-bas. Là, il y a 0, là, il y a 4. Quand est-ce qu'elle est positive? 4x moins x carré est positive ici. Donc la positivité, c'est quand on est entre 0 et 4. Voilà. Si x appartient à 0,4. Et là, c'est si x négatif ou x plus grand que 4. Voilà, donc je pourrais me dire, bah écoutez, je vais étudier ma fonction déjà entre 0 et 4. On peut dire sur 0,4, je peux étudier la fonction, elle va être dérivable. Pourquoi je dis 0,4 ouvert?
Bah, parce qu'en fait, elle est définie facilement, je peux trouver la valeur en fermant en 0 et en 4, c'est pas très compliqué, il suffit de calculer f de 0, f de 4, hein, ça vaut 0 et 4 en l'occurrence, parce que là ça fait 0, hop. Mais justement, elle va pas être dérivable potentiellement au bord. On sait que quand ça vaut 0, ça peut déconner, donc j'écris pas tout de suite. Pour l'instant, je dis qu'elle est dérivable. Enfin, sur 0,4, j'ai f de x égale x moins racine 2, on a dit que l'expression c'était 4x moins x2, et je peux la dériver, et f est dérivable sur l'intervalle ouvert. En fait, j'ai cette expression-là qui est vraie sur 0,4 fermée, mais elle est dérivable que sur le petit intervalle, enfin sur l'intervalle ouvert. Ben, je peux écrire ma dérivée, et je peux étudier ma fonction. Et ça me fait 1 moins, alors je vais chercher la dérivée, donc c'est du u' sur 2 racines de u, donc u' c'est 4 moins 2x, sur 2 fois la racine. Ok, super, donc j'ai f' de x égale 1 moins, alors je simplifie, ça fait 2 moins x sur racine de 4x moins x2. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est dire f' de x, positif si et seulement si, puis on va chercher. Bah, si et seulement si, si je mets tout au même dénominateur, bah, je me retrouve avec 4x moins x2 plus grand ou égal à 2 moins x. Alors ça, c'est intéressant, parce que là, je suis entre 0 et 4. Moi, tout de suite, ce que je remarque, et je pense que c'est ce qu'il faut faire assez vite, sinon on peut se perdre, c'est un des premiers trucs techniques auxquels il faut penser et faire attention à ce qu'on dit. Je sais que si 2 moins x est négatif, la vérité de cette phrase mathématique est juste triviale. C'est-à-dire, bah en fait, oui, l'une racine, c'est toujours positif, donc si la condition c'est d'être plus grand qu'un truc qui vaut genre moins 1, c'est fini. Donc, par exemple, si x vaut 3, est-ce que c'est vrai? Enfin, si x vaut 3, est-ce que j'ai f' de 3 positif? Ben oui, parce que si x vaut 3, j'ai moins 1 ici. Donc clairement, racine du truc est positive. Donc je conclus tout de suite que si dans 0,4, x appartient à 2, 4, f' de x, on vérifie bien la condition. Tout de suite, c'est vrai. Je sais que c'est bon. C'est plus si x appartient à 0,2, que c'est moins évident. Que ça saute pas aux yeux tout de suite. Si x appartient à 0,2, alors je sais que ça, maintenant j'ai 2 moins x qui est positif ou nul. Et donc je peux étudier un peu s'il n'y a pas des conditions sur quand est-ce que la racine est plus grande que 2 moins x. Vu qu'on a racine de a, racine de b, si vous voulez, enfin ces deux trucs qui sont positifs, je peux prendre le carré de chaque côté. Mais je ne pouvais pas le faire ici, c'est pour ça que c'est bien d'avoir différencié les cas, parce que je ne pouvais pas prendre au carré tout de suite. Si on se jette et qu'on met sur le truc et qu'on met au carré des deux côtés, on va oublier ce cas-là, on va faire n'importe quoi. On va se tromper en fait. Donc là je mets au carré, maintenant que j'ai vérifié que je suis bien du côté où tout est positif, je peux dire que j'ai 4x moins x carré, plus grand ou égal à 2 moins x donc au carré, ce qui vaut x moins 2 au carré, donc ce qui vaut x2 moins 4x plus 4. Et ça c'est bien, ça peut se résoudre. Donc j'ai 0 plus grand ou égal à 2x2 moins 8x plus 4, donc j'ai envie de dire x2 moins 8x, donc moins 4x plus 2. Voilà. Donc si et seulement si. Si et seulement si, j'aime pas trop faire le delta. Moi j'aime bien faire. Enfin, on peut faire le delta, mais j'aime bien remarquer ça. C'est x moins 2 au carré moins 2 égale x moins 2 moins x moins 2 moins racine de 2 fois x moins 2 plus racine de 2. Je trouve ça sympa. Et donc c'est pas mal. Qu'est-ce que j'obtiens moi? J'obtiens, en fait, 2 plus racine de 2, c'est au-dessus de 2, donc je m'en fiche un peu. Je peux finir mon tableau, en fait, avec ça. Je peux finir mon tableau. Je suis entre 0 et 4 pour l'instant. Donc, entre 0 et 4. J'ai dit que entre 2 et 4, j'étais toujours positif. Hop. Et ensuite, entre 0 et 2, en fait, je vais avoir mon f' de x qui est positif si ce polynôme est négatif. Donc, je suis négatif entre les racines. Donc, entre 2 moins racine de 2 et 2 plus racine de 2. Si vous voulez. Or, j'ai dit que je devais être entre 0 et 2 déjà, donc ça, je peux le remplacer par 2. Donc je comprends que c'est 2 moins racine de 2, mon petit point important. Et donc en fait, je suis positif ici. Il n'y a pas vraiment de 0 ici. Je suis positif ici, négatif ici. Et donc je me rends compte qu'entre 0 et 4, c'était pas très compliqué à étudier. Enfin, c'était un peu compliqué quand même, il fallait faire attention. Et j'obtiens exactement ce tableau entre 0 et 4. Ça veut dire t'as pas fini, t'as pas fait au-delà de 4, t'as pas fait avant 0. C'est pas faux. Je pense que ça fait 15 minutes que je fais la vidéo, donc je vais vous encourager à le faire vous. Et moi, en attendant, je vais vous montrer la chose qui m'intéresse le plus dans cet exercice. Donc là, je fais ça, hop, je comprends que je descends, puis je monte. Sachant qu'en 0, je vaux 0, f de 0, ça vaut 0, vous pouvez vérifier, f de 4, ça vaut aussi 0, on vérifie.
Pas du tout, ça vaut pas 0, pardon. f de 4, ça vaut 4. En tout cas, on sait que ce qu'il y a dans la racine s'annule en 0 et en 4. Donc si vous voulez, f de 0 égale 0 moins 0, f de 4 égale 4 moins 0. Donc c'est bon. Là, c'est intéressant parce qu'on sait qu'au début, la fonction va être négative. Parce qu'elle part, elle part jusqu'ici qui va être négative forcément, vu qu'on est sous 0. Et elle remonte, elle croise un nombre positif quelque part, et elle remonte. Super. Ça, c'est top. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on peut faire la même chose pour ensuite... il me semble que c'est la même chose, on peut faire la même chose entre 4 et plus infini. Il me semble qu'on retrouve un truc comme ça entre 4 et plus infini, à vous de le faire. Et que avant, en 0, il me semble qu'on fait que décroître. Comme ça. Ça se montre assez vite en 0, parce que je pense qu'on fait la dérivée, et on se rend compte que si x négatif, la dérivée est toujours positive. Un truc comme ça, donc faites-le, vraiment c'est important. Moi ce que je veux voir c'est est-ce que je suis capable, alors ça je pense que j'ai pas avoir le temps de le faire, hop. Est-ce que je suis capable d'étudier, je vais vous le faire d'un côté uniquement, ça suffira après pour une vidéo déjà bien longue, étudier la dérivabilité en 0. On a dit qu'en 0 et en 4 c'était problématique, donc typiquement ici il faut que je fasse ça. Hop, faut que je dise ici, en tout cas, peut-être pas double barre si j'arrive à montrer que ça existe, mais on va faire attention. Je veux comprendre, je vais vraiment faire du... Hop, je vais lire tout ça. Je veux faire du chirurgical. Que se passe-t-il en 0? C'est ça le genre d'étude qui est vachement intéressante. Que se passe-t-il en 0? Il y a la même question à se poser en 4. F de 0 égale 0. Moi, ce que je veux définir, c'est taux plus le taux d'accroissement, f de x, moins f de 0 sur x moins 0. Donc je prends x positif, donc je mets du côté positif de 0, donc de ce côté-là en l'occurrence, et je vais voir ce que vaut le taux d'accroissement. Et je vais ensuite voir de l'autre côté ce que vaut le taux d'accroissement en taux moins. Je vais appeler taux, voilà. Ça c'est parfait parce que moins f de 0, ça fait 0, donc ça fait f de x sur x. Donc ça fait x moins racine expression du côté 0,4, vu que x est positif. On est sur un x positif, on a dit que l'expression de la valeur absolue c'était 4x moins x2. Donc j'écris comme ça sur x. Pour x négatif, j'ai taux moins égale la même chose, f de x moins f de 0, qui vaut 0 toujours, sur x moins 0. Ah mais cette fois-ci très différent. Cette fois-ci ma fonction c'est x moins racine de, vu qu'on est côté négatif, on a dit ça, la valeur absolue vaut x carré moins 4x. On a bien dit ça tout à l'heure. La valeur absolue, entre 0 et 4 vaut 4x moins x2, au-delà de 0,4, enfin en dehors de cet intervalle, elle vaut x2 moins 4x. Donc très intéressant, potentiellement pas du tout la même limite en 0. On va essayer de comprendre. Donc j'ai écrit les deux pour que vous ayez l'idée de la différenciation entre les deux, mais je vais aller chercher la limite de chacun un par un. Ici c'est quoi? C'est 1 moins. Alors là, qu'est-ce que je peux dire? Comme x est positif, je peux écrire x égale racine de x carré. C'est très précis, il faut faire attention. Racine de 4x moins x carré sur racine de x carré égale 1 moins racine de 4 sur x moins x carré sur moins 1. Quand x tend vers 0 plus, ce truc tend vers plus l'infini. Donc le tout tend vers moins l'infini. Parce que moins plus l'infini, ça fait moins l'infini. Quand x, excusez-moi, quand x tend vers 0 plus. Ah bah attendez, le taux d'accroissement tend vers moins l'infini. Ça, c'est comme la racine qui tend vers plus l'infini. C'est comme la petite tangente. Donc là, je sens qu'il y a une demi-tangente horizontale, verticale, excusez-moi. Ok. Ici, x négatif. Bon, il m'embête celui-là, on le fera pas de toute façon. Donc hop, ce sera pour une autre vidéo. Ici, x négatif, donc j'ai 1 moins. X négatif, attention, x égale moins x. Moins x est positif, donc je peux écrire que x égale... bah tiens, je vais mettre un plus. Racine de x2 moins 4x sur moins x. Je fais exprès. Hop. Égale moins valeur absolue de x. Parce que moins x, c'est la valeur absolue de x quand x est négatif. Égale moins racine de x2. Parce qu'il y a une formule à connaître par cœur, hein, qui est racine de x carré, quel que soit x dans l'univers, égale valeur absolue de x. Parce que moins 3 fois moins 3, ça fait 3, la racine. Ça fait racine de moins 3 au carré, ça fait racine de 9, ça fait 3, ça fait pas moins 3. J'ai moins racine de x carré. Et donc là, je m'en sors. Je peux dire que x, donc je l'écris moins x, donc j'écris ce x là, je l'écris comme moins x, et donc je sors un moins et un plus ici, si vous voulez. Donc je fais plus moins x. Moins x, je sais que c'est la valeur absolue de x, donc j'ai 1 plus racine de x2 moins 4x sur valeur absolue de x, égale 1 plus racine de x carré sur x carré, parce que ça, c'est donc racine de x carré, 1 moins 4 sur x. Ok, moins 4 sur x,
quand x tend vers 0 moins, ça tend vers moins l'infini, avec le moins, ça tend vers plus l'infini. Le tout tend vers plus l'infini. Ok? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tout ça c'est bien, on a compris, mais alors qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ma fonction ressemble à quoi? Moi, ma fonction, si vous acceptez que entre moins l'infini et 0, elle est croissante, ma fonction, elle ressemble à ça, elle est croissante. Elle va arriver ici. Et après, on a dit qu'entre 0 et 4, elle descendait, elle montait. Donc pareil, elle va descendre ici, elle va monter. En 4, elle vaut 4, donc elle monte là, et elle fait un truc comme ça. Comment elle s'approche de 0? On a dit qu'elle arrivait en 0+, ici, le taux d'accroissement à droite, avec une pente moins l'infini. Si elle arrive avec une pente moins 8000, elle serait comme ça. Moins 8000, elle serait comme ça. Moins l'infini, c'est ça. Elle arrive comme ça, avec une pente très vénère. Et après, elle fait sa vie. Vous avez compris. Ensuite, côté négatif, quand elle arrive avec quel type de pente? Plus l'infini. Donc elle arrive avec une pente plus l'infini. Là, ça monte, elle arrive comme ça. Ultra pentue 8000. En fait, elle arrive avec un genre de pente, en fait un peu particulier, mais un peu comme ça, verticale de ce côté. Et donc elle arrive avec une pente. Je vais peut-être la faire d'une autre couleur, justement. Elle arrive avec une pente, hop, en rose, on va faire, non, rose flashy, histoire qu'on voit quelque chose, voilà. Elle arrive avec une pente rose flashy, comme ça. Hop, je vais me débarrasser de ça. Voilà. En fait, ça, c'est une demi-tangente verticale. Et l'idée, c'est qu'on a ici, magnifique, grâce à l'étude de la dérivabilité, on a quoi? On a ce qu'on appelle un point de rebroussement. La fonction fait floup, et hop, elle repart. Elle fait un petit plof, on appelle ça un rebroussement. Alors après, il y a des rebroussements de première espèce, des rebroussements de deuxième espèce, on fait ça, on étudie la taxonomie de ce truc-là plus tard en prépa. Je suis même pas sûr qu'on le fait encore en prépa, mais on s'en fiche. L'idée, c'est qu'on a un point très bizarre, où la fonction est bien continue, il n'y a pas de souci. Hop, c'est juste qu'on repart de manière comme ça. Et donc voilà, c'est le genre de petites études assez intéressantes. On peut pousser la notion de dérivabilité assez loin pour comprendre ce qui se passe quand une fonction est justement ce que c'est une fonction dérivable, ce que c'est être dérivable en un point. Là, on a des problèmes de dérivabilité, mais on peut tracer la fonction. Pour conclure, attendez, je me pose le temps de sortir le graphe. Voilà à quoi ressemble le graphe. Je vous l'ai sorti rapidement là sur l'application de Desmos qui trace des graphes. Voilà ce qu'on a comme fonction. Quand je trace x moins racine de je sais pas quoi, on trouve, alors je me suis trompé, hein, je vous ai dit, je crois qu'elle remonte au point 4. Non, quand elle arrive au point 4,4, apparemment elle fait que redescendre après. Pas grave. Mais elle refait un rebroussement. Donc avant 0,0, elle fait que monter. Enfin, elle monte jusqu'à 0,0, c'est ce que je vous avais dit. Entre 0 et 4, elle fait bien ce qu'on avait dit. Elle descend, elle remonte. Mais ce qui est intéressant, c'est ce point un peu bizarre où elle rebrousse comme ça, avec une demi-pente infinie à chaque fois. Et elle refait un point comme ça ici. Donc je vous encourage à essayer de faire l'étude complète. Moi, je vous ai fait l'étude en 0, essayez de faire l'étude en 4 pour retrouver ce résultat. Voilà. Très content de vous avoir montré ça. C'était un extrait de ce que j'ai fait comme stage intensif de pré-rentrée avec des élèves qui rentrent en terminale. Utile pour les élèves qui rentrent en sup, honnêtement. Hein. Là, encore une fois, c'était un contexte d'élèves très motivés par les Olympiades et tout. Mais je pense tout est accessible quand vous prenez le temps. Tout est accessible. Et surtout, ça vous met un petit coup de pression sur ah la vache, c'est ça que ça veut dire bien connaître son cours. Ok. Enfin, j'espère en tout cas. C'est ça ce que ça veut dire de maîtriser. Ok, la notion de dérivée, on l'a vu cette année. Tout ce que j'ai dit, on vous l'avait fait cette année. Mais là, on le comprend mieux en profondeur. En comprenant les contre-exemples notamment. Valeur absolue de x, comme ça. Et pente infinie. Voilà, c'est un mix des deux, c'est encore pire. C'est un truc comme ça, mais avec les deux qui sont infinis de chaque côté et qui partent comme ça. Très bizarre. Mais il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le faire. J'espère que c'était clair et je vous retrouve pour une prochaine vidéo pendant ce mois d'août. Place disponible pour Futur Sup, Futur Spé. Allez voir le site ici. Allez, bonne journée à la plage, bonne fin de vacances.